Ils avaient une longue liste de crimes qu'ils voulaient commettre. J'étais un monstre. Rien ne se compare à toute la brutalité de ce crime. Ils réalisaient leurs fantasmes. J'avais l'impression que l'amitié était plus importante que n'importe quoi, même la vie des autres. Le 5 janvier 1997, les policiers de Bellevue, dans l'État de Washington, reçoivent un appel d'urgence. Deux jeunes garçons roulaient à bicyclette sur ce chemin lorsqu'ils ont trouvé un cadavre humain. À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs trouvent une jeune femme avec une corde passée autour du cou. Une des hypothèses que nous avons avancées, c'est qu'elle avait voulu se suicider en se pendant, que la corde avait cassé et qu'elle était tombée sur le sol. Mais il devient vite clair qu'il s'agit d'un meurtre. On avait fait 2 nœuds dans la corde pour qu'elle tienne bien autour de son cou, ce qui indique que le tueur voulait s'assurer qu'elle n'y survivrait pas. On trouve sur les lieux plusieurs mégots de cigarettes. Les enquêteurs découvrent aussi un nom. Après avoir trouvé le corps, nous l'avons identifié grâce à un chéquier que nous avons trouvé dans la poche arrière de son jean. Il s'agissait de Kimberly Wilson, et elle habitait à environ 4 ou 5 pâtés de maison de là. Radio David 31. I'm proceeding on 121st Avenue Southeast, the Wilson residence, to make a death notification. Careful. Lorsque je suis arrivé chez les Wilson, j'ai cogné et sonné à la porte d'en avant. Mais il n'y avait pas de réponse. La porte arrière n'est pas verrouillée. À ce moment-là, mon petit doigt m'a dit que quelque chose clochait. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas si c'était dangereux pour moi ou pour les résidents de la maison. J'ai crié dans la maison pour qu'ils sachent que j'étais là. Mais je n'ai eu aucune réponse. Je me suis dirigé vers la chambre à coucher de derrière. J'ai découvert le corps dans l'embrasure de la porte. C'était une jeune fille. Elle était couchée face contre terre dans une mare de sang à l'entrée de la chambre à coucher. Sa tête et son torse portaient des traces de coups et des lacérations, probablement par un couteau. Il y avait pas mal de sang sur les murs et sur la porte, près d'où elle était étendue. Je ne savais pas à ce moment si le meurtrier était toujours dans la maison, prêt à m'attaquer. Mais je devais garder mon sang-froid et me préparer à tirer si le meurtrier était toujours là. Je voyais aussi une femme sur le lit. Rouée de coups, la tête mutilée et des éclaboussures de sang sur le mur et sur la tête de lit. Mais ce tableau d'horreur n'est pas complet.
Un homme était étendu dans une énorme mare de sang au pied du lit. Il ne portait qu'un t-shirt. Il y avait aussi une incroyable empreinte de pas sanglante au dos du t-shirt. Et d'autres traces sur la moquette qui venaient de la mare de sang. 3 personnes mortes dans leur domicile et une 4e dans un parc. Les policiers ne découvrent que très rarement des cadavres. Trouver ces corps a été un incident très traumatisant pour moi. Mais j'étais enquêteur-chef, alors je devais garder mon calme. L'équipe de médecine légale se met au travail pour trouver des indices. Nous avons trouvé un t-shirt noir dans lequel un bout de tissu avait été découpé. Quelques appareils électriques semblent avoir été volés. Seuls les cordons d'alimentation coupés ont été laissés. Ça pourrait porter à croire qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a mal tourné. Les résidents ont été attaqués sauvagement. Il était évident, en voyant la scène, que ces meurtres avaient été commis pour le plaisir de tuer. Les policiers trouvent de nombreuses empreintes de pas et plusieurs autres preuves matérielles qui pourraient contenir l'ADN du meurtrier. Le rapport d'autopsie confirme l'identité des victimes. Il s'agit de Bill et Rose Wilson et de leur fille Julia, âgée de 17 ans. Ils sont tous les 3 morts après avoir reçu des coups d'une force extrême, dont plusieurs coups de couteau. Je décrirais les meurtriers comme des gens qui avaient un dérangement psychologique grave et une rage extrême, compte tenu du nombre de victimes qui ont été tuées. Le médecin légiste révèle que Rose Wilson a été attaquée pendant qu'elle dormait et poignardée plusieurs fois, même après sa mort. Il est clair qu'elle n'avait pas bougé. Il n'y avait aucun autre motif que le désir du tueur de sentir son couteau pénétrer dans le corps de cette femme. Bill Wilson a aussi subi de nombreux coups et a été poignardé à plusieurs reprises. On a retrouvé un morceau du couteau du suspect, la pointe, dans son crâne. Il était plutôt probable que 2 personnes soient responsables de ces homicides, puisqu'on s'était servi de 2 armes différentes. Il y avait d'abord une sorte de long instrument tranchant, une lame que quelqu'un avait utilisée avec un grand enthousiasme contre toutes les victimes. Mais il était aussi évident que quelqu'un s'était aussi servi de ce qui semblait être une batte de baseball. Julia a été retrouvée dans l'embrasure de sa chambre à coucher, ce qui porte à croire qu'elle a entendu ses parents se faire attaquer avant de connaître le même sort qu'eux. La nature de ses blessures et leur nombre laissent croire qu'elle s'est battue pour sa vie. Julia Wilson a reçu un coup de batte sur la tête. Elle a eu la gorge tranchée et a été poignardée plusieurs fois à la poitrine. Le cadavre trouvé dans le parc est celui de Kim, la fille aînée des Wilson. Le médecin légiste établit qu'elle a été étranglée et qu'elle a reçu des coups de pied d'une force telle que sa rate ainsi que 3 de ses côtes ont été endommagées. La communauté est terrifiée. Les 2 meurtriers sont toujours en liberté et les policiers craignent qu'ils ne passent à nouveau à l'attaque. Rien ne se compare à ça. À toute la brutalité de cette affaire, au nombre de victimes et au type de victimes. Une famille de classe moyenne, endormie dans leur lit. Les policiers n'ont aucun suspect, mais ils savent à quel genre de tueur ils ont affaire. Il est très difficile de décrire à quoi ressemble un psychopathe, à quoi ressemblent les gens qui pourraient commettre un tel crime.
En janvier 1997, la police de Bellevue dans l'État de Washington enquête sur le meurtre sanglant de la famille Wilson. La banlieue tranquille de Seattle est prise d'effroi. Les quadruples meurtres sont extrêmement rares en général, mais je crois qu'ils sont encore plus rares dans ce coin-ci. Alors je crois que la communauté tout entière était en état de choc et terrorisée. Ça a profondément affecté les résidents. Le caractère aléatoire du crime aussi. Être victime d'une telle violence pour aucune raison apparente, personne n'est à l'abri. La barbarie des meurtres laisse les policiers perplexes. Bill et Rose Wilson ne semblaient pas avoir d'ennemis. Ils ne menaient pas le genre de vie risquée qui aurait fait d'eux la proie de ces gens-là. Les Wilson forment une famille tout à fait normale. Le père, Bill, travaillait comme comptable pour une aciérie de la région. La mère, Rose, travaillait à l'université de Washington. Kim, leur fille aînée, était à la maison pour les fêtes. Kim travaillait à San Diego pour AmeriCorps, un organisme gouvernemental pour la jeunesse. Leur plus jeune fille, Julia, était encore à l'école secondaire. Une enquête colossale se met en branle. J'ai interrogé les membres de leur famille, les amis, les voisins, tous ceux qui auraient pu me fournir des renseignements pour me mettre sur la voie des suspects. Une copine de Kim parle aux enquêteurs d'un garçon que Kim a fréquenté il y a quelques années. Elle m'a parlé d'un jeune homme du nom de David qui avait abandonné ses études secondaires et qui quémandait toujours des cigarettes et de la nourriture à Kim. La jeune fille déclare que David Anderson devait de l'argent à Kim. Elle avait commencé à compter tout ce qu'il lui devait et elle lui demandait avec de plus en plus d'insistance de la rembourser. David avait signé un billet à ordre. La jeune fille mentionne aussi à la police le nom d'Alex Berani, un copain de David. Elle trouvait Alex un peu bizarre. Alex avait le style grunge de Seattle. Cheveux gras, vêtements foncés, jamais rasé de près, un peu sale. Il était toujours très tranquille, il ne parlait pas beaucoup. Et lorsqu'il parlait, c'était hors propos, ou ça n'avait aucun sens. Il était toujours avec David. Nous avons aussi appris qu'Alex Berani et David Anderson faisaient du combat à l'épée et les collectionnaient. Notre attention s'est donc très vite portée sur eux. David Anderson naît le 2 mars 1979. Il grandit à Bellevue, dans l'État de Washington. Son père gère des systèmes de sécurité et sa mère est femme au foyer. Il y avait des rumeurs parmi les jeunes que l'on a interrogés à l'effet qu'il entretenait des rapports tendus avec son père. Son père était très autoritaire, et je crois que David était en rébellion contre lui. Très jeune, David déverse son trop-plein d'émotions sur les autres. Les petites brutes cachent généralement beaucoup d'insécurité. David exprimait sa colère en dépréciant et en insultant les autres.
avant qu'il ne puisse le rejeter. Mais certains voyaient une facette plus aimable de sa personnalité. Je n'ai jamais trouvé que David était particulièrement agressif ou violent. David était un beau mec. Je crois qu'il avait eu au moins 3 ou 4 copines. Il avait eu plus de copines que moi. Anderson était un beau jeune homme. Il avait un cercle d'amis très étendu et plusieurs de ses pairs l'admiraient. Je crois que la personnalité de David était de type narcissique. Les narcissiques sont des gens plutôt mégalomanes, divertissants et qui attirent les autres. En 1991, à l'âge de 12 ans, David Anderson fait la connaissance d'Alex Berani. Alex Berani Jr. naît le 14 mai 1979 en Ohio. Il apprend très vite et sait déjà lire à l'âge de 3 ans. C'était un garçon très brillant, très intelligent et charismatique. Sa famille déménage à Everett, dans l'État de Washington. À la suite du divorce de ses parents, alors qu'il n'a que 8 ans, Alex se replie sur lui-même. Je ne me sentais proche d'aucun de mes parents. À cette époque de ma vie, je me suis éloigné de plusieurs personnes. J'aurais eu besoin d'un frère ou d'une sœur, quelqu'un pour m'épauler, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui serait toujours là. Son père a la garde d'Alex, mais celui-ci se promène sans cesse d'une maison à l'autre et change aussi souvent d'école. Mon père nous faisait toujours déménager. Alors je n'avais jamais vraiment l'occasion de me faire des amis. Il donnait l'impression d'être un garçon solitaire, vulnérable et désillusionné qui se promenait d'un parent à l'autre. Alex se sent de plus en plus isolé du monde et sa colère monte. J'ai arrêté d'essayer de me faire des amis. Pendant la récréation à l'école, je tournais en rond tout seul. J'étais toujours seul. Je n'essayais pas d'entrer en contact avec les autres. Ça l'a mené à la dépression, à l'aliénation, et il a accumulé beaucoup de rage. Je détestais tout le monde. Lorsqu'Alex fait la connaissance de David, ils deviennent plus que bons amis. C'était le meilleur des meilleurs amis. Je l'aimais comme un frère. Et j'aurais fait n'importe quoi pour lui. J'avais l'impression que c'était le seul qui me comprenait. Il ne fait aucun doute que leur rencontre les a rendus beaucoup plus téméraires. Ensemble, ils veulent terroriser le monde. Je voulais faire quelque chose d'inconcevable pour une personne normale. En janvier 1997, dans le cadre d'une enquête sur un quadruple homicide, les enquêteurs de Bellevue, dans l'État de Washington, se penchent sur l'étrange amitié qui lie leurs suspects principaux, Alex Berani et David Anderson. La relation qu'entretenaient Alex et David était bizarre, mais ils partageaient une certaine intimité. Je n'insinue pas que c'était sexuel, mais c'était le genre d'intimité que l'on associe aux gens qui sont en relation amoureuse. Ils étaient inséparables. Pour la première fois de sa vie, Alex Berani ne se sent plus seul.
Quand on se sent si seul et à l'écart de la société, et qu'on trouve enfin quelqu'un qui nous comprend, c'est de l'or en barre. On ne peut plus l'abandonner. Alex voyait probablement David comme un gars un peu plus cool et un peu plus populaire que lui. Je crois qu'il voyait un peu David comme un modèle à suivre. De l'amour fraternel, sans aucun doute. Inconditionnel. Peu importe ce qu'il m'aurait fait, je lui serais resté fidèle. En 1995, Alex et David abandonnent l'école. Désœuvrés, ils deviennent de plus en plus rebelles. Je crois que l'école secondaire a été une période difficile pour David et Alex. Ils avaient de la difficulté à s'intégrer. Ils avaient tous deux 17 ans. C'étaient deux jeunes délinquants un peu perdus. Ils n'allaient nulle part dans la vie et ils n'entretenaient pas de bonnes relations avec leur famille. Ils travaillent comme ouvriers en construction et fréquentent un petit groupe de marginaux. Je n'aime pas me décrire comme gothique, mais c'est ce que j'étais, ouais. J'ai commencé à entrer dans la contre-culture et à m'habiller tout en noir à l'école secondaire. J'avais beaucoup de pensées dépressives et j'étais presque toujours en colère. Mais je ne cherchais pas la bagarre. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sans raison. David et Alex mettent en scène des combats fantastiques dans le parc. Je me rappelle que David et Alex jouaient à ce jeu qu'ils appelaient Quintabodo, un genre de Donjons et Dragons, je crois. Nous prenions des tuyaux de PVC, utilisés en plomberie, et nous les recouvrions de polystyrène isolant pour en faire de fausses épées. Nous avions conçu un système de pointage semblable à celui de l'escrime. Si l'un de nous se blessait, nous arrêtions. Je crois que ça a cimenté leur amitié. C'était quelque chose qu'ils faisaient à deux. Mais après un certain temps, ils troquent leurs jouets pour de véritables épées. Je collectionnais les épées de samouraï en tant qu'œuvre d'art, car ce sont de très beaux objets. David Anderson exposait sa collection de couteaux et de battes, et Alex faisait de même. Ce n'était donc pas un secret qu'il possédait des armes et qu'il se pratiquait à les manier. J'avais souvent des idées très noires. Je me demandais ce que ce serait de tuer quelqu'un. Et ce qui pourrait me faire franchir cette limite. Les copains de David et Alex révèlent aux enquêteurs que les deux garçons parlaient ouvertement de meurtre. David avait parlé de meurtre à Alex. Mais je crois qu'au départ, c'était un genre de fantasme. David dressait souvent la liste de personnes qu'il voulait tuer. Il en parlait avec ses amis et ils ajoutaient à la liste le nom des gens qu'il haïssait. L'ex-petit ami de David, Kim Wilson, est horrifiée de voir son nom apparaître sur la liste noire. Mais elle croit que ce n'est que de la frime. Elle en a parlé à David et Alex. Je ne crois pas qu'elle comprenait que sa vie était véritablement en danger. Le 9 janvier, quelques jours après la découverte des corps des Wilson, les policiers se rendent chez Alex pour l'interroger au sujet de ses allées et venues le soir du meurtre. Il a déclaré être resté chez lui toute la soirée à jouer à des jeux vidéo avec David Anderson. Mais cet alibi ne tient pas la route. Un autre locataire de l'immeuble a affirmé qu'Alex était parti vers 23 heures en compagnie de David Anderson, ce qui contredisait l'alibi de Berani. Ils sont revenus me voir et m'ont demandé de les suivre au poste pour un autre interrogatoire. J'étais un peu inquiet,
mais je ne croyais pas qu'il m'arrêterait. Mon ego était tellement gonflé que je pensais de cette façon. Mais j'ai finalement compris qu'ils savaient que je mentais. À ce moment-là, je me suis dit, s'ils savent déjà la vérité, à quoi bon la cacher? Il nous a demandé de le laisser seul 2 minutes. Il voulait que nous sortions de la pièce. Je voulais me vider le cœur. He had on all of her dark clothes, black. Il nous a décrit, dans les moindres détails, le meurtre des Wilson. Je ne m'attendais pas à ça. Il était dans un état d'excitation extrême. Ce qu'il avait commis l'excitait. Ça faisait longtemps qu'il le planifiait. Il a dit avoir poignardé la mère à la tempe alors qu'elle était couchée dans son lit. Parfois, il s'excitait à dire des choses comme « Le crâne humain est très, très dur ». Il croyait pouvoir enfoncer son couteau dans la tête de la victime. Entendre Alex Burani décrire les événements avec autant de détails, j'avais peine à croire que quelqu'un puisse se rappeler autant de détails, et cela sans montrer l'ombre d'un remords. Je crois que si je l'ai décrit de cette façon, ce n'était pas pour choquer, mais plutôt pour dire la vérité. Je voulais que les gens comprennent. Il savait que Julia était dans sa chambre au bout du corridor. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'étais comme un zombie ou un somnambule. Après avoir tué la fille dans le parc, j'étais si insensibilisé que j'aurais pu faire n'importe quoi. Il y avait quelqu'un qui me disait à l'oreille de terminer ce que j'avais entrepris. Elle s'est agenouillée devant lui en pleurant. Et il lui a dit « Je suis désolé, mais je dois le faire. » Et il l'a tuée. J'étais un monstre. Il n'éprouvait aucun remords quant à ce qu'il avait fait à cette famille. Pendant les interrogatoires de la police, j'ai dit que je ne me sentais pas coupable. Mais ce n'était pas vrai. J'ai immédiatement compris que j'avais commis un crime très grave. Ces aveux sincères surprennent les enquêteurs. Il nous a dit, et je cite, qu'il se sentait prisonnier de la routine. Il voulait vivre quelque chose de transcendant, quelque chose d'extraordinaire. Peut-être aimait-il l'attention qu'on lui portait depuis qu'il s'était fait prendre. C'était la star de l'heure. Tout le monde voulait savoir ce qui arrivait à Alex Burani. Mais Alex refuse de révéler avec qui il était ce soir-là. J'ai passé plusieurs heures pendant l'interrogatoire à inventer des mensonges pour protéger les autres. Je voulais qu'on me tienne comme seul responsable. Imaginez un garçon de 17 ans qui affirme pendant un interrogatoire que c'est lui qui a tout fait. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Il ne voulait pas admettre que David était aussi impliqué dans ces meurtres. J'avais l'impression que l'amitié était plus importante que n'importe quoi. Même la vie des autres. Alex est accusé des 4 meurtres.
Les enquêteurs emmènent maintenant David au poste pour l'interroger. David Anderson était calculateur et rusé. Je savais au fond de moi que David Anderson était mêlé à ces meurtres d'une manière ou d'une autre. Mais je n'avais pas assez de preuves. En 1997, à Bellevue, dans l'État de Washington, Alex Burani vient d'avouer son implication dans le meurtre de 4 personnes. Mais il refuse toujours de dénoncer son meilleur ami, David Anderson. Il a dit « Ne me demandez pas de trahir, David. Je préfère recevoir la peine de mort. » Je crois qu'Alex était dépendant de David et que c'était sa loyauté envers David qui le poussait à le protéger. David était comme mon frère. J'aurais tout fait pour lui. Les enquêteurs interrogent David Anderson. Celui-ci déclare avoir joué à des jeux vidéo avec Alex ce soir-là et prétend n'avoir rien à voir avec les meurtres. David Anderson a très peu parlé. On lui a dit qu'Alex avait tout avoué, mais ça ne l'inquiétait pas. Il semblait très détendu, très désinvolte envers toute l'affaire et envers l'enquête, ce que je trouvais très étrange. Les enquêteurs le questionnent au sujet de son ami Kim. Il a dit que la nouvelle l'attristait. C'est vraiment tout ce qu'il a dit. Il était vraiment très nonchalant. Sans aucune preuve qui le lie au crime, les enquêteurs prennent une décision difficile. Nous avons dû le laisser partir. Je crois qu'il pensait s'être montré plus futé que nous. En l'absence de preuves suffisantes pour obtenir un mandat qui leur permettrait de fouiller la résidence de David, les enquêteurs fouillent celle d'Alex. Nous avons trouvé comme preuve dans la chambre d'Alex Burani un magnétoscope qui avait été volé de la résidence des Wilson et sur lequel il y avait du sang. Les enquêteurs trouvent aussi le lecteur de disques compact et le téléphone des Wilson. Mais aucune de ces bottes ne correspond aux empreintes de pas retrouvées chez les Wilson et les armes du crime sont introuvables. J'avais jeté tout ce qui était taché de sang très loin d'ici. Mais il y avait des lacets de bottes couverts de sang dans ma poubelle. Je n'ai aucune idée d'où ils venaient. Ce n'étaient pas les miens. Les agents interrogent de nouveau les amis de David au sujet des conversations au cours desquelles il a parlé de meurtre. Nous avons appris qu'ils savaient tous les deux que s'ils commettaient un meurtre après leur 18e anniversaire, ils pourraient être condamnés à la peine de mort. Il y avait donc un élément de préméditation. Les tribunaux de la jeunesse ne prévoient pas une peine aussi grave pour un jeune qui commet un meurtre. Les enquêteurs trouvent finalement la preuve qui liera David aux assassinats. Ils découvrent que le soir du crime, il a emprunté la camionnette de sa petite amie. Un témoin s'est présenté au poste pour nous signaler qu'il avait aperçu une camionnette dans le stationnement du Water Tower Park au moment du meurtre. Les enquêteurs trouvent dans la camionnette des preuves qui lient David au crime. Il y a un t-shirt découpé semblable à celui qu'ils ont trouvé sur les lieux du crime. Mais ce n'est pas tout. Nous avons trouvé dans la camionnette le même type de corde qui était enroulée autour du cou de Kim Wilson. C'était assez pour nous permettre d'arrêter David. Le 14 janvier 1997, David, soupçonné de meurtre, est mis en état d'arrestation, tandis que les enquêteurs continuent de recueillir des preuves contre lui. L'affaire est maintenant suffisamment étayée pour que les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Ils trouvent dans sa chambre une paire de bottes et des vêtements qu'ils envoient au laboratoire médico-légal. David tient aussi un journal qui contribuera à décider de son sort. Sa colère était principalement dirigée vers Kim Wilson. Je crois qu'Anderson croyait que Kim
aurait dû se sentir privilégié de pouvoir le fréquenter. Le mobile du crime semble être une simple rancune. Il était scandalisé qu'elle démontre une certaine indépendance et qu'elle commence à insinuer qu'il devrait payer lui-même ses cigarettes plutôt que de prendre les siennes. Ce qui le scandalisait, c'était ce qu'elle exigeait de lui et l'impression qu'il avait de perdre son emprise sur elle. Cette situation, en apparence insignifiante, contrariait Anderson d'une manière qui dépasse l'entendement. David s'était toujours cru plus futé que tout le monde. Il savait qu'il voulait tuer Kimberly Wilson et qu'il le ferait avec l'aide d'Alex Burani. Malgré les aveux d'Alex, les enquêteurs savent qu'ils devront compter sur l'analyse médico-légale afin d'obtenir la condamnation de David. À Bellevue, dans l'État de Washington, les enquêteurs ont enfin réussi à mettre David Anderson et Alex Burani, deux adolescents soupçonnés de multiples meurtres, derrière les barreaux. Mais à cause du nombre considérable de preuves amassées, l'analyse médico-légale prendra 9 mois. Les enquêteurs apprennent qu'un mégot de cigarette retrouvé près de l'endroit où Kim Wilson a été étranglée porte son ADN, ce qui les amène à croire qu'elle connaissait son agresseur. Il était très clair que Kim avait volontairement donné rendez-vous à quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle avait fumé une cigarette avec lui. Kim Wilson n'aimait pas Alex Burani et elle ne s'en cachait pas. Je ne l'avais vu que quelques fois. Je connaissais à peine son nom. Les enquêteurs supposent que David est allé chercher Kim en voiture ce soir-là et l'a amené au parc où Alex les attendait. You think this is funny? I'm on the right track, all right? D'autres preuves microscopiques lient les deux adolescents au meurtre perpétré dans la résidence des Wilson. Le sang sur les lacets trouvés dans la chambre d'Alex est celui de William Wilson. Nous avons trouvé du sang sur les bottes que David portait le soir du meurtre. Il s'agit du sang de William et Julia Wilson. Je savais que David Anderson avait pris part au meurtre. Maintenant, nous avions ce qu'il fallait pour prouver qu'il était mêlé à ces meurtres. Il avait soigneusement nettoyé ses bottes, mais il n'avait pas réussi à éliminer de minuscules gouttelettes de sang appartenant à 2 des 3 victimes qu'on a trouvées dans la résidence. Ces gouttelettes sont le résultat de ce qu'on appelle des éclaboussures de sang à vitesse moyenne, qui sont causées par des contusions, tels les coups de batte de baseball. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que les membres de la famille de Kim ont été assassinés parce qu'ils savaient qu'elle était sortie voir David. Le problème avec notre plan, c'est qu'il fallait s'assurer que personne ne voit avec qui la fille s'en allait. Mais ce n'était pas une décision irréfléchie. Durant leur conversation entre amis, ils avaient fait la remarque que s'ils tuaient une personne, ils devaient aussi tuer tous les autres résidents de la maison, car ils devenaient des témoins potentiels. Et David a habité chez eux. David a habité chez les Wilson pendant quelque temps après que ses parents l'ont mis à la porte. Il semble donc que les parents de Kim connaissaient bien David et qu'ils n'avaient aucune raison de le craindre. L'étrange lien qui unit David et Alex est au cœur de l'enquête. Je crois que certains se sont demandé s'il y avait un lien amoureux entre les deux. Mais rien n'indique que c'était le cas. Je crois que c'était seulement 2 adolescents un peu perdus.
C'est David qui avait le contrôle de la relation avec Alex. Il avait une plus grande confiance en lui et c'était un grand parleur. Il dirigeait et Alex suivait. Je crois que leur rage a créé une synergie. Alex et David étaient comme une serrure et une clé. Ils auraient pu reculer à n'importe quel moment, mais ils ne l'ont jamais fait. Je préférais commettre un meurtre plutôt que de trahir la promesse que j'avais faite à mes amis. Compte tenu des aveux d'Alex, l'avocat de David demande à ce que les adolescents comparaissent en justice séparément. Ils pensaient être jugés par le tribunal de la jeunesse, puisqu'ils avaient commis ces meurtres avant l'âge de 18 ans, mais ils se trompaient. David et Alex sont tous deux jugés en tant qu'adultes. Le 12 octobre 1998, Alex Burrani plaide non coupable à 4 chefs d'accusation de meurtre qualifié au premier degré. Il invoque des facultés mentales affaiblies. Le procès d'Alex a tourné autour d'une question. Souffrait-il d'une maladie mentale qui le rendait non responsable des meurtres? En gros, cette plaidoirie affirmait qu'il n'était pas responsable, puisqu'il était sous l'emprise d'une personne charismatique et diabolique, David Anderson. Ce n'était pas mon idée. Je n'avais pas pris les devants. On m'avait manipulé et forcé à faire ce que j'avais fait. Mais rien ne nous indiquait qu'il souffrait d'une quelconque maladie mentale. Il y avait très peu de preuves. Cette plaidoirie était en vérité notre dernier recours. Le père d'Alex rend son propre verdict. La dernière chose que mon père m'a dite avant que je ne le quitte pour de bon, c'était « Je t'aime parce que tu es mon fils, mais j'espère que tu finiras sur la chaise électrique. » Le 4 novembre 1998, Alex Burrani est reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre qualifié au premier degré. Il savait exactement ce qui arriverait. Et à aucun moment, il n'a montré de remords ou d'empathie envers ses victimes. J'ai 777 ans à purger. En fait, j'attends seulement ma mort. J'ai rendu visite à Alex Burrani en prison, après sa condamnation. Il semblait plutôt résigné à son sort. Il ne semblait pas spécialement amer ou surpris. Mais il était évident qu'il ne comprenait pas complètement ce qu'il avait fait quand il a dit qu'il devait avoir fait quelque chose de très méchant dans une vie antérieure pour se retrouver là. Il est présentement incarcéré à l'établissement correctionnel Stafford Creek à Aberdeen, dans l'État de Washington. La prison m'a donné le temps de penser pour vrai à ce que j'avais fait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je fait ça? Comment ai-je pu faire ça à ces gens? Je voudrais qu'ils sachent que je regrette réellement ce que j'ai fait. Je ferai n'importe quoi pour revenir en arrière. Mais je sais que c'est impossible. Je me sens chanceux d'être toujours en vie. On m'a donné une chance que j'ai refusée à mes victimes. Je ne suis pas certain que ce soit juste, mais j'en suis reconnaissant. Le 25 janvier 1999, David Anderson comparaît pour le meurtre des Wilson. Il plaide lui aussi non coupable et affirme qu'Alex a agi seul. Puisque celui-ci refuse de témoigner contre son ami, l'affaire ne repose que sur des preuves médico-légales et indirectes.
Mais en l'absence d'aveux et de témoins oculaires, le procès s'achève après 8 mois sans que le jury ne soit arrivé à une décision. C'est toujours très décevant lorsqu'il y a procès nul. Ça laisse l'affaire irrésolue. Le 11 octobre 1999, un second procès s'ouvre. Cette fois, l'avocat de David affirme qu'il y avait 2 tueurs sur les lieux du crime et que David n'y était pas. Mais le jury est convaincu que David était bien présent. David est un individu très autoritaire. Selon la déclaration des témoins, ça faisait plus d'1 an qu'il planifiait ce meurtre. Il avait amassé des couteaux et des épées pour commettre ce meurtre. Il l'avait planifié dans les moindres détails pour éviter de se faire prendre. Après 2 mois de procès, David Anderson est reconnu coupable de tous ses chefs d'accusation et est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est présentement incarcéré au Washington State Reformatory et continue d'affirmer son innocence. Dans des affaires comme celle-ci, le verdict coupable inspire des sentiments partagés. C'est un soulagement pour tout le monde. Mais de notre côté, il s'agissait tout de même de 4 meurtres qualifiés, commis par 2 adolescents de 17 ans. Pour les anciens copains des tueurs, l'incompréhension subsiste jusqu'à ce jour. Je n'arrive pas à croire que j'étais ami avec 2 gars qui ont tué une famille entière. J'arrive encore moins à croire que je les ai invités chez moi et présentés à mes parents et à mes frères et sœurs. Ça me dépasse complètement. David Anderson et Alex Burani ne se reverront jamais. Je me suis rendu compte qu'il ne me comprenait pas autant que je le croyais. Et notre amitié est morte. Terminée. C'était une série de crimes prémédités, commis par 2 hommes qui voulaient vivre l'excitation du meurtre. De tous les cas d'homicide sur lesquels j'ai enquêté, c'est celui qui m'a le plus troublé. Ma famille ressemble à celle des Wilson. J'ai une femme et 2 filles de leur âge. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. David et Alex avaient tous 2 été longtemps rejetés, isolés et aliénés. Et malheureusement, tout ça est revenu hanter la société. Pendant toute la durée du procès, je verrouillais toutes mes portes la nuit et je m'assurais que toutes les fenêtres étaient fermées. Nous avions tous l'impression qu'il y avait des monstres qui rôdaient dans les alentours et qu'ils pourraient s'introduire chez nous. Cette nuit-là, David et Alex ont été des monstres.